Et pour ce Zoom, mon invité est Olivier Germain-Thomas. Bonjour Olivier Germain-Thomas. Merci. Bonjour. Merci d'être à TV Liberté. Vous êtes écrivain couronné par le Grand Prix de la littérature décerné par l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Vous êtes aussi prix Renaudot Essai et vous venez de publier un petit ouvrage excellent intitulé La brocante de mai 68 et ouverture. On verra que ce terme ouverture est aussi important. C'est un mai 68 vu dans le camp gaulliste. Nous avons sur TV Liberté accueilli Bernard Lugan. C'était un mai 68 vu de droite. Nous avons accueilli Gérard Fuloche. C'était un mai 68 vu de gauche ou même de la gauche de la gauche. Et il nous manquait bien, ce point de vue aussi essentiel finalement, ce qu'était le point de vue gaulliste. Vous avez été d'ailleurs dès 1970 le premier délégué général de l'Institut Charles de Gaulle sous la présidence d'André Malraux. Et puis vous êtes administrateur de l'Institut depuis de très nombreuses années. Et vous avez été, je l'ai dit, témoin, acteur de mai 68. À cette période, vous êtes à la Sorbonne pour un doctorat de philosophie. Et à la vérité, au début, si j'en crois ce que vous dites, ce gigantesque monôme ne vous déplaît pas. Vous parlez de farce inattendue, joyeuse, imaginative, érotique. Alors au début, je me suis beaucoup amusé, parce qu'en fin de compte, c'était comme si le surréalisme, j'avais fait des études littéraires. Là, j'étais plongé dans la philosophie du bouddhisme. C'était quand même très indépendant, mais auparavant, j'avais une licence de lettres. Et c'est comme si le surréalisme devenait quelque chose de vivant qu'on rencontrait dans la rue. Voilà. Et les gens se parlaient. Les slogans, je trouve, étaient quand même assez rigolos. Sous les pavés, la plage. Il est interdit d'interdire. C'est ridicule, bien évidemment. Mais quand on a 25 ans, on trouve ça assez joyeux. Et puis, cette possibilité de parler avec tout le monde. Voilà. Donc, j'ai bien aimé le début. J'ai rencontré des gens comme Maurice Cavell, que j'aimais bien. Lanza del Vasto, qui jouait Boulevard Saint-Michel au rôle de mage, récitant un peu sa poésie. Donc, il y a eu un moment un peu, oui, surréaliste, dada, etc. Et puis à un moment donné, j'ai vu arriver les trotskistes et les maoïstes. Et là, j'ai vu que c'était sérieux, qu'il fallait prendre parti, et j'y suis allé. La notion érotique ? Bah, écoutez, c'était un lupanar, la Sorbonne. C'est un secret pour personne. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a été réouverte, hein, c'était pas dès le départ. Puis elle avait été fermée, puis réouverte à la demande de Pompidou. À partir de ce moment-là, je peux vous dire que dans les salles de cours, on ne s'ennuyait pas. Mais je ne parle pas de moi, là. J'ai bien compris. Néanmoins, très rapidement... Ah non, vous auriez pu imaginer. Je n'imaginais rien. Néanmoins, très rapidement, vous prenez le parti en faveur de De Gaulle pour un engagement, vous dites déterminé, mais vous ajoutez d'ailleurs non déterminant. Pourquoi ce choix où vous le dites finalement, la solitude va être grande d'être jeune gaulliste étudiant, la solitude va être grande. Alors, je fais partie d'une famille qui était liée à la résistance. J'étais extrêmement admirateur, même si j'étais un petit peu décalé par rapport à la politique du fait de ses études sur la spiritualité orientale, mais j'étais extrêmement admirateur sur De Gaulle au Mexique, De Gaulle qui va à Phnom Penh dire aux Américains de partir du sud-est asiatique, De Gaulle à Montréal, De Gaulle en Russie. Vous savez ce qu'il a dit en Russie? C'est quand même inouï. Hein. En 1966, il a dit « La visite qui s'achève aujourd'hui et la visite de la France de toujours à la Russie de toujours, avec une brochette d'apparatchik soviétique. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je suis la France de toujours. Bon, d'accord, j'étais pas un modeste, on le sait. Mais vous, maintenant, vous allez incarner, si vous le voulez, la Russie de toujours. Ça veut donc dire la Russie avec son passé. Donc, il y avait une sorte de vision formidable de la force des peuples. À Varsovie, d'ailleurs, Varsovie qui était en Pologne sous un régime communiste, à Varsovie, il fait l'éloge de l'émancipation et de l'importance qu'il y a de rester fidèle à ses racines. Donc j'étais enthousiasmé par tout cela. Et je vois des bandes de zozos qui veulent casser la baraque. Alors non, non. Quand qu'on vit ce moment-là, est-ce qu'on ne réagit pas d'une manière un peu radicale, la radicalité liée à la jeunesse, et on se dit qu'après tout, si vous aviez été choqué par cette intrusion trotskiste, gauchiste dans l'université, puis dans le cadre social et ouvrier du pays, est-ce qu'on n'a pas, dans ce cas-là, à 25 ans, le souci d'être chevalier, de rejoindre Bernard Lugan, mais aussi Alain Robert, Madeleine, Longuet, qui se sont battus en faisant preuve de cette notion que vous évoquez de résistance, finalement. Oui, non, mais c'était pas mon affaire.
J'ai jamais eu de lien vraiment avec l'extrême droite, même si je peux très bien respecter le courage de certains. Il y a eu du courage de ce côté-là. Mais moi, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs. Mais le ailleurs vous empêchez pas d'être traité de fasciste? Ah bah oui, tous les noms, oui. Mais ça, bon, vous savez, qu'est-ce que j'en ai reçu comme insulte? Parce que mes camarades qui m'aimaient bien, et qui se demandent comment ce type qu'on trouvait sympathique, qui parle de Rilke, qui est capable de parler un peu des spiritualités orientales, pourquoi ce type est-il du côté de cette espèce de dictateur absolu qu'est De Gaulle? Donc à ce moment-là, comme il savait que je n'étais pas particulièrement fasciste, ou il me traitait de fasciste, certains, ou il me disait « Ah, toi, c'est la relation avec le père, tu devrais te faire psychanalyser. » Alors, moi j'avais mes idées, et 50 ans après, je ne suis pas mécontent de les avoir déployées. Il y a des domaines dans lesquels vous pouviez quand même comprendre qu'il y ait une révolte. Vous avez été un homme de médias. Vous êtes encore un homme de médias. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup œuvré pour France Culture, par exemple, donc pour la radio d'État, comme on disait. On voit bien que cette radio d'État, elle était aux mains d'un ministre de l'Information, et que ce ministre de l'Information était lié au général. Le général de Gaulle considérait que la radio d'État, c'était sa radio, qu'elle devait être sa propagande. Donc, et ça, vous acceptiez cela à cette époque sans difficulté? Non. On peut pas pinailler dans ces cas-là. Je vois qu'il y a une révolution qui se prépare, violente, on ne pinaille pas. Et sur le moment, le fait que l'ORTF soit plus ou moins une radio-télévision d'État, je ne peux pas dire que j'ai une analyse critique de cette chose-là. Mais il est évident, maintenant, avec le recul, qu'il y avait un décalage complet entre ce que faisait De Gaulle pour la libération des peuples sur la scène du monde et la façon dont, à l'intérieur, le pays était un peu corseté, d'une manière parfaitement démocratique, toutes les élections le prouvent, mais, disons, sur le plan de la famille, de l'autorité, de l'université, de la radio, le pays était un peu corseté, et ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Perfit, ni Christian Fouché, je parle de ceux qui ont joué un certain rôle pendant cette période, n'ont vu le décalage qu'il pouvait y avoir entre l'aspiration de la jeunesse et ce qu'il représentait du point de vue de l'ordre. Mais je ne me posais pas la question. Il y a un choix à faire. Dans ces cas-là, j'imagine que ce devait être la même chose dans la résistance. On peut être mécontent de certains groupes de résistance pendant la guerre. On fait un choix, on l'assume. Alors maintenant, je peux faire une analyse critique pour dire qu'effectivement, il aurait fallu ouvrir les vannes sur les questions que vous venez de soulever et il aurait fallu être plus généreux avec le monde ouvrier, qui n'était pas du tout révolutionnaire, mais c'est vrai que la France était prospère et que quelqu'un comme Michel Debré, qui était ministre des Finances à l'époque, tenait les cordons de la bourse trop fermés. Ça, c'est clair, mais ça, l'aspect critique, maintenant, on peut le faire facilement. J'ai lu beaucoup de livres, voilà. Mais sur le moment, pas de question, on y va. Alors, sur le moment, on est le 13 mai 68, c'est le défilé de la CGT, puis ça va être la grève générale, le psychodrame va prendre une véritable tournure pré-révolutionnaire. Vous dites, moi, je sentais que c'était la révolution, mais la France va s'arrêter. Pensez-vous, vous êtes l'étudiant de 25 ans, qu'à ce moment-là, l'État peut s'effondrer? Est-ce que vous pensez que eh bien, de la paralysie peut être entraîné un putsch, un coup de force? Votre question est compliquée parce que je sais ce qui s'est passé. Et je ne peux pas vous redire de la manière la plus honnête ce que je ressentais à ce moment-là. Je voyais bien que l'État n'avait plus aucune autorité sur rien. D'un autre côté, quiconque fait une analyse sérieuse, mais je la fais a posteriori, je ne peux pas totalement me replonger sur ce point-là. Hein, je peux me replonger sur ce point-là par rapport à mes relations avec mes camarades et aux trotskistes. Mais était-ce une révolution? Vous savez aussi bien que moi que les révolutions se font soit parce que vous avez une classe prolétarienne armée. La révolution de 48, je peux vous dire que les faubourgs parisiens étaient armés. 89 également. Et sans parler de 1917. Une révolution se fait avec des prolétaires armés et avec une armée qui est soit parfois soutient un peu les révolutionnaires, soit reste neutre et ne veut pas aller tirer sur le peuple français. On n'a rien de tout ça. L'armée, même si elle a été extrêmement traumatisée par la guerre d'Algérie, l'armée est totalement fidèle. Hein, tous les généraux que De Gaulle a mis en place n'étaient pas ceux des putschs d'Alger. Et les ouvriers qui défilaient,
qui étaient membres du Parti communiste, détestaient les trotskistes et les maoïstes. Sauf que il y a une schizophrénie qui s'est faite au sein du Parti communiste. Ils ont fait semblant d'être avec les révolutionnaires et ils ne voulaient pas la révolution. Donc, a posteriori, on se rend bien compte que la situation n'était pas révolutionnaire. J'en suis ouvert à Malraux, parce qu'à la suite de ces événements, j'avais déjà vu avant de partir pour ma vie en Inde, dans les meetings qu'on a tenus ensemble avec d'autres. Et je dis à Malraux, mais alors, pourquoi ne sommes-nous pas des contre-révolutionnaires? Donc vous voyez Malraux. Parce que ça n'était pas une révolution. Ça n'était pas une révolution. Les communistes le savaient. Certains des chefs du mouvement, comme Alain Krivine et d'autres, savaient très bien. Il n'y avait pas, parlons marxiste, si vous voulez bien, une seconde, ça n'était pas une situation révolutionnaire objective. Mais, néanmoins, l'État était ébranlé. Je dis ça parce que l'idée de putsch, Bernard Lugan qui vient ici dit, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais moi j'ai pensé qu'il y aurait ce coup de force et on s'y est préparé. Et il se prépare. Et Charles Pasqua, on va prendre Charles Pasqua. Oui. Charles Pasqua qui est quand même un militant gaulliste, on est bien d'accord. Oui, oui. Bon, qui est au courant. Après, il a été moins parfait. Mais voilà, à ce moment-là, c'était d'une fidélité absolue. Fidélité absolue. Oui. Il dit, et il raconte que les militants du SAC, qui sont le service d'ordre actif, oui. Le service d'action civique qui est le service d'ordre de Gaulle à ce moment-là, se tiennent prêts, dit-il, à défendre l'Élysée. Il y a quand même l'idée d'un putsch. On dira aussi même qu'il y a eu des mouvements de troupes. Je crois que c'est Debré qui dira qu'il y a eu des mouvements de troupes dans cette période-là. Dans la banlieue, pour un petit peu impressionner. Mais la troupe n'est jamais rentrée dans Paris. Enfin, il y avait des gendarmes qui font partie de l'armée, mais c'est des CRS qui font partie de la police. La troupe n'est pas rentrée, mais c'était un peu dissuasif. Comme enfin, on en reparlera peut-être, l'affaire de Baden-Baden, oui. Écoutez, moi, j'ai pas vu de putsch, parce qu'à nouveau, quand on analyse l'histoire, un putsch, le putsch des généraux en Algérie, ben, il y avait des éléments importants de l'armée que De Gaulle a maté. Il y avait des éléments importants de l'armée. Quand il y a des putschs dans les pays d'Amérique latine, ou comme il y en a dans les pays d'Afrique, il y a des forces armées. Qu'est-ce qu'il y avait? Mais les trotskistes, c'est rien. C'est pipeau, les trotskistes. Il y a 1 million de personnes dans la rue le 13 mai, c'est 1 million, oui, des centaines de milliers. Des grévistes, mais qui ne voulaient pas faire la révolution, qui n'étaient pas armés, et dont le but était Charlot-Dessous. En fait, quand on est un bon trotskiste, qu'est-ce qu'on veut? On veut foutre le bordel, si vous me permettez cette expression un peu cavalière. Ensuite, aller prendre des bâtiments administratifs clés. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent? La Sorbonne et l'Odéon, c'est pas ce qu'on peut appeler des bâtiments administratifs clés. Et ensuite, faire la jonction avec la classe ouvrière. Il n'y a pas eu de jonction entre la classe ouvrière et les trotskistes. Absolument pas. Ou bien, prenons le cas quand même de ce malheureux Jean-Paul Sartre qui monte sur un bidon pour aller haranguer les ouvriers. C'était pas ce que voulaient les ouvriers. Les ouvriers voulaient une augmentation qu'ils ont obtenue par les accords de Grenelle. Mais je vous fais une analyse. Je ne sais pas si c'était si net dans ma tête à l'époque, hein, soyons honnêtes. Alors, mais je n'ai pas senti du tout quand même que ça pouvait être vraiment révolutionnaire. Alors je poursuis, parce que dans cette évocation de 68, elle est d'abord franco-française, bien sûr, les relations internationales prennent rapidement le devant aussi sur le mouvement qui est un peu parisien, libertaire, Philoche a dit mondain. Vous écrivez que cultiver l'idée simpliste des forces hostiles à la politique de Gaulle ont soutenu le mouvement de mai 68, c'est tombé dans le complot, et finalement vous ne voulez pas tomber dans cela, mais vous dites quand même que l'attitude des États-Unis, de la CIA, qui reprochait à De Gaulle d'entraver la politique étrangère des États-Unis, et une politique étrangère militaire et même financière. Et financière, oui, avec l'attaque contre le dollar. Washington a peut-être joué un rôle. Pas peut-être, sûrement. C'est Eric Branca qui est allé aux États-Unis ouvrir les archives de la CIA, récemment. Il y a passé des mois et des mois, il a tout fouillé, et il s'est rendu compte qu'il y avait des instructions très précises venant des États-Unis pour justement aider éventuellement certains pseudo-révolutionnaires et mettre de l'huile sur le feu. Ça n'est pas la cause. Je ne crois pas qu'on puisse créer une révolution de cette manière-là de l'étranger. Je ne le crois pas. Pourtant, vous le laissez entendre quand même. Non, parce je laisse entendre qu'ils ont mis... Parce que vous dites Daniel Cohn-Bendit, invité régulier du Centre américain de Paris, dirigé par un correspondant de la CIA. Oui.
Si ce n'est pas ça un complot? Cohn-Bendit a une position quand même assez ambiguë. Il était très anti-communiste, il était très anti-trotskiste, il était plutôt anarchiste, et en fin de compte, on s'en a rendu compte après, assez pro-américain. Quand il est devenu député européen, à chaque fois qu'il fallait voter, il a voté en faveur des États-Unis, notamment pour l'intervention américaine en Irak. Donc, et d'ailleurs, l'espèce d'extase qu'il a eue devant les discours de Macron prouve que Cohn-Bendit n'était pas un révolutionnaire et qu'en fait, il admire la civilisation américaine. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les Américains qui ont créé le mouvement. Ils l'ont attisé. Voilà. Plus d'ailleurs que, on peut en parler si vous voulez, plus que les Chinois. Les Chinois avaient une grande admiration pour De Gaulle. Et Fidel Castro, je n'ai pas vu de preuves et de documents comme quoi Cuba a mis de l'huile sur le feu. Mais, à nouveau, j'en reviens à quelque chose. Il y a une situation objective d'une jeunesse qui est mécontente et d'ouvriers qui veulent en profiter. Voilà, c'est ça qui crée le mouvement. Dans les relations internationales, il y a bien évidemment, dans l'autre partie de l'échiquier du monde, eh bien, il y a l'Union soviétique. Et là, bon, il y a ceux qui disent qu'à Baden-Baden, eh bien, De Gaulle a été moins voir le général Massu que le représentant de l'Union soviétique pour un soutien. Si on ne retient pas cela, il y a ce que vous dites, vous, dans l'ouvrage, c'est le 21 mai, le secrétaire général du Parti communiste, Waldeck Rochet, qui dit à Jacques Vendroux, qui est le beau-frère du général de Gaulle, qui est député, il lui dit « Il ne faut pas qu'il s'en aille, surtout insister pour qu'il ne cède pas, il ne faut pas qu'il s'en aille ». Ça veut donc dire que le Parti communiste, dont on connaît le lien avec l'Union soviétique à l'époque, déjà, eh bien, informe un proche du général qu'ils ne bougeront pas. Et le soir même, De Gaulle est au courant. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, parce que dans les discours, il parle de la menace communiste. Bien sûr. C'est de la tactique. Il va dire le 30 mai, le communisme totalitaire. Oui, c'est de la tactique. À mon avis, c'est comme ça que j'analyse. Il fallait faire peur aux bourgeois, mais je pense que... Vous savez, il y avait beaucoup de liens entre les communistes et les gaullistes, qui venaient de la résistance. Donc chacun était informé de ce qui se passait. Et je crois que De Gaulle a très bien compris que le Parti communiste ne voulait pas prendre le pouvoir. D'ailleurs, aurait-il voulu le prendre? Que les autres pays d'Europe n'auraient jamais accepté, que l'Amérique n'aurait jamais accepté. L'Europe avait été divisée à Yalta. La France était du côté de l'Occident. La ligne a été tracée de manière brutale par Staline, avec Roosevelt baba devant Staline pour des raisons qu'on a du mal à imaginer, voilà, qui accepte. Et Churchill qui dit « mais non, on ne peut pas livrer la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, on ne peut pas les livrer comme ça ». Et Roosevelt accepte la ligne. Mais la France était de l'autre côté. Là où il y a eu de la bagarre, c'est en Grèce, parce que c'était pas net. C'était pas très net de quel côté allait être la Grèce. Et puis en fin de compte, la Grèce était du côté de l'Occident. Alors j'en viens sur l'affaire de Baden-Baden. Vous m'avez appris il y a une demi-heure que éventuellement... Il y a une hypothèse. L'historien Henri-Christian Giraud. Oui, alors ça, je ne sais pas sur quoi il s'appuie. J'aimerais voir l'archive. Je l'ai appris il y a une demi-heure, car je suis ces affaires de manière assez attentive. J'ai lu quand même des dizaines et des dizaines de livres. C'est la première fois de ma vie que j'entends cette hypothèse. Et je vais vous dire pourquoi elle est fausse. C'est parce que le but de De Gaulle, le 29, qui était de créer une secousse, de faire peur, et de voir un peu comment la France allait réagir quand il n'était pas là. Et il a vu que la France réagissait avec une espèce de stupéfaction. Ah, le père n'est plus là. Et De Gaulle a été rassuré sur le lien qu'il avait avec le peuple. Mais le but, et ça maintenant tous les témoignages le prouvent, c'était de faire venir Massu au Mont-Saint-Odile ou à Strasbourg, où là il n'y avait pas de Russes. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y avait des Russes à Baden, il y avait peut-être un représentant. Et je ne vois pas De Gaulle aller demander aux représentants à Baden. Baden, c'était la zone d'occupation française qui nous a été donnée en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on était, je ne peux pas dire qu'on était chez nous, mais on avait une zone d'occupation. Donc il envoie un message, il essaie de faire envoyer un message à Massu pour dire à Massu, venez. Voilà, pour un petit peu faire peur, créer ce côté un peu shakespearien de l'émotion. Le message ne passe pas. Il apprend que Massu n'a pas été prévenu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'hélicoptère, on va là-bas. En famille? Alors, effectivement,
À ce moment-là, il y a un second hélicoptère, vous avez tout à fait raison, avec son fils, sa belle-fille et les enfants, qui éventuellement auraient dû être mis du côté de Strasbourg en protection d'une force armée qui était à Strasbourg, parce qu'il ne voulait en aucun cas qu'ils soient pris en otage. Et pourquoi il ne les laisse pas à Strasbourg? Mais c'est l'histoire. Mais parce qu'à partir du moment où il apprend que Massu ne peut pas venir à Strasbourg, il dit « je vais le voir là-bas ». Il fallait aller vite. De Gaulle est un stratège militaire. Je veux voir Massu, je veux faire peur, je veux absolument pas, ça, tout le monde est d'accord, je ne vais pas lui demander de faire intervenir l'armée, mais je veux créer quand même une petite pétoche générale. Hein. On va voir Massu. Et aussi, je veux voir dans quel état il est. Et là, on a quelque chose sur la psychologie de De Gaulle qui est quand même assez étonnant. J'ai fait mon enquête sur cette période du 29 avril. Le 28 et le 29, il reçoit beaucoup de gens en disant « tout est foutu, tout fout le camp, j'en ai marre ». Pourquoi dit-il ça? De Gaulle était comédien. Ceux qui ont été blessés par l'affaire algérienne sont bien placés pour le savoir. De Gaulle savait jouer comme il fallait. Pourquoi faisait-il ça? Pour voir un peu si les autres avaient du nerf et lui disaient « non, mon général, vous devez rester ». Et il a fait ça à plusieurs personnes. Hein. Et quand il arrive sur le terrain d'aviation de Baden-Baden, qu'est-ce qu'il dit devant tout le monde l'entend, tout est foutu. Pourquoi dit-il ça? S'il croyait que tout était foutu, il fallait donner sa démission. Il dit ça pour qu'on lui remonte le moral. Vous voyez, il y a quelque chose sur le plan de la psychologie de cet homme qu'on croit en acier, il est aussi calculateur, mais là, il y a eu un moment de dépression. Et c'est vrai que Massu, probablement, il a peut-être exagéré l'influence qu'il a eue, Massu, probablement, lui dit « Mon général, vous ne pouvez pas. Allez, vous restez. » Passionnant, passionnant. Alors, malheureusement, il ne reste que quelques minutes pour évoquer les ouvertures. Alors, c'est vrai que de la brocante de mai 68, les espoirs contrariés naissent, que vous intitulez des pistes pour l'avenir, finalement. Alors là, vous n'hésitez pas à écrire directement au président de la République, Emmanuel Macron. Carrément, une lettre ouverte, en toute fausse modestie, en quelque sorte, pour lui dire ce qu'il faudrait faire. Ben voilà, sur l'Europe, je trouve qu'il se trompe. Sur la mondialisation, il se trompe, parce que je trouve que cette mondialisation, c'est un fait. On ne peut pas lutter contre la mondialisation. Mais parallèlement à cette mondialisation, il faut au contraire accentuer l'attachement aux racines. Si vous faites de la mondialisation sans racines, qu'est-ce que vous faites? L'homme qui sera partout pareil d'un bout à l'autre de l'univers? Mais quelle catastrophe! Si vous faites que de la racine, vous tombez dans ce côté un peu nationaliste, tel que je l'observe au Japon en ce moment, tel que je l'observe encore plus en Inde, avec des groupes presque paramilitaires d'hindous qui se replient complètement sur eux et qu'on trouve encore plus dans l'islam. Donc il faut arriver à joindre les deux, être ouvert à toutes les forces dans le monde et rester fidèle à ses propres racines, qui, en l'occurrence pour nous, c'est notre histoire, qui a été saccagée par les enseignants, c'est une catastrophe. C'est notre langue, c'est notre fidélité à ce que nous avons pu apporter de liberté à travers le christianisme, d'art, etc., pendant 1500 ans. Voilà, donc moi j'essaie de trouver, face aux deux dérives, la dérive de l'éradication totale des différences et la dérive du repli, du repli mortifère d'ailleurs, en tout cas de la part de l'islam, et ce qui est de trouver cet équilibre intelligent qui fait partie de nos racines. Après tout, catholique veut dire universel. Donc restons universels et restons nous-mêmes. Dans ces pages-là, est-ce que je peux résumer un maître mot? C'est le combat contre l'uniformisation. Vous dites d'ailleurs cette phrase superbe, l'uniformisation rétrécit l'intelligence et la sensibilité. Oui, et puis je m'appuie aussi pas mal sur Simone Veil, sur l'enracinement. Simone Veil était en partie, la philosophe, oui c'est vrai, celle qui est morte en 1943, Simone Veil n'était pas si enracinée que cela. D'ailleurs, c'est Gustave Thibon, qui n'était pas particulièrement gaulliste, ni gauchiste. Hein. C'est Gustave Thibon qui lui a fait comprendre, et c'est en vivant dans cette ferme, que Simone Veil a compris l'importance des racines. Et il y a des phrases d'elle que je cite sur les racines. On ne peut rien faire si on n'est pas fidèle à ses racines. Donc c'est effectivement
un des chapitres de ce petit pavé. De ce très beau livre, La brocante de mai 68 et ouverture chez Pierre-Guillaume Deroux. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie quand même. Un plaisir. Juste une question, puisque vous maintenez finalement, administrateur, vous maintenez la mémoire du général de Gaulle. Est-ce qu'il y a un de Gaulle aujourd'hui, je ne parle pas de la famille, mais qui pourrait être le plus proche de Gaulle? J'aimerais bien. Parce que beaucoup de gens s'en revendiquent. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous fait penser à De Gaulle? Personne? Non, j'aimerais bien. À droite, à gauche, au milieu, au centre? Non, j'en vois personne. J'ai beaucoup aimé Philippe Séguin. J'avais des espoirs en lui. Bon, il est mort. Un coup de colère, en quelque sorte, qui piquait souvent des colères. À l'heure actuelle, je ne vois personne. Mais si vous me signalez quelqu'un, je cours. Je ne sais pas, Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan, il y a des gens qui se revendiquent du général de Gaulle. Ils se revendiquent, mais ce n'est pas la même dimension. Olivier Germain-Thomas, La brocante de mai 68 et ouverture en attendant. Merci.